Bonjour! Jonathan m'a dit que je devrais en faire une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'exercice 133 du DM à rendre pour lundi. On m'a demandé plusieurs fois des explications, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, et ce fameux Jonathan m'a encouragé à le faire. Alors je vais reprendre pas à pas tout l'exercice, comme ça vous saurez le faire. Vous pourrez voir que dans la vidéo j'ai mis les timecodes pour accéder directement aux exercices qui vous intéressent. Je vais essayer d'expliquer au mieux, et j'espère que ça vous plaira. Je suis désolé, je suis malade, ça risque de s'entendre à la voix, et j'utilise les moyens du bord. Comme vous pouvez voir, ça crépite un petit peu, ma main est à moitié transparente, c'est pas foufou. Commençons donc, je vous souhaite bonne chance, parce qu'en vrai, c'est pas évident. Est-ce que la transition va marcher? Wow! Magnifique. Pourquoi il y a un petit trait blanc? Hop là! Plus de trait blanc, c'est parfait. Alors d'abord, il faut bien lire le sujet et comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc, dans l'espace, on considère le cube ABCDEFGH, d'arête 1, représenté ci-contre. On note I et J, les milieux respectifs des segments EH et FB. Et ensuite, on nous donne tout de suite un repère. Donc là, le mieux à faire, c'est de carrément modéliser le repère. Voilà, j'ai modélisé le repère et j'ai mis l'arête 1. Ensuite, question 1, on s'en fout, c'est un truc à faire sur feuille. Question 2A, montrer que le repère est orthonormé. Alors, déjà, il faut définir ce que c'est un repère orthonormé. Un repère orthonormé, ça doit avoir trois axes orthogonaux et ils doivent être tous les trois de même longueur. Or, dans le cube d'arête 1, toutes les faces sont égales. Donc, AB est égal à AD, qui est égal à AE, qui est égal à 1. Et les trois axes qui composent le plan doivent être perpendiculaires. Or, dans un cube, bon bah là, s'il n'y a pas photo, c'est perpendiculaire. Donc, le repère est bel et bien orthonormé et orthogonal. Question 2b. Donner alors les coordonnées des points I et J. Donc là, il faut faire attention à l'emplacement des vecteurs. On voit qu'en premier, on a le vecteur AB, puis AD, puis AE. Prenons le point I. Il faut d'abord qu'on regarde de combien bouge-t-il sur l'axe AB, puis sur l'axe AD, et enfin sur l'axe AE. Donc dans le cas de I, on voit qu'il ne se déplace pas sur l'axe AB, puisqu'il reste sur la même face, puis qu'il se déplace de la moitié de AD, puisqu'il est la moitié de EH, puis il parcourt 1 AE. Donc ses coordonnées seront 0, 1 sur 2, 1. Et pareil pour J, on peut trouver que ses coordonnées sont 1, 0 et 1 demi. Question 3a. Montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan BGI. Qu'est-ce qu'un vecteur normal? C'est un vecteur orthogonal. Pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il faut qu'il soit orthogonal avec au moins deux vecteurs qui composent ce plan. Or, on sait que lorsqu'un produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que les deux droites sont orthogonales. Donc il suffit de calculer le produit scalaire du vecteur n avec deux vecteurs qui composent le plan BGI. On peut alors prendre BG et BI, ou alors GB et GI. Par des calculs fondamentaux, on connaît les valeurs des vecteurs. Donc le vecteur BG est égal à 0, 1, 1. Le vecteur BI est égal à moins 1, 1 demi, 1. Et ensuite sur la copie, on peut rappeler le vecteur n, qui est de 1, moins 2, 2. Ensuite, on peut calculer les produits scalaires avec les coordonnées. Ainsi, BG scalaire n est égal à 0 fois 1 plus moins 2 fois 1 plus 2 fois 1, ce qui donne 0. De même pour BI, le produit scalaire sera égal à 0. Je ne détaille pas le calcul parce que j'ai la flemme. On a donc montré que les deux produits scalaires étaient nuls, donc n est bien un vecteur normal du plan BGI. Il ne faut pas dire le vecteur normal, il faut bien dire un vecteur normal parce qu'il y a beaucoup de droites qui sont perpendiculaires au plan BGI, mais qui ne sont pas forcément égales à n. Il faut donc faire attention à son vocabulaire et bien choisir ses mots. Question 3b. On note K le milieu de HJ. Le point K appartient-il au plan BGI? Justifié. Alors d'abord, on nous introduit un nouveau point, il faut donc calculer ses coordonnées. On va donc pour commencer rappeler les coordonnées du point H et du point J pour nous faciliter les calculs. Le point H étant 0, 1, 1 et le point J 1, 0, 1 demi. Pour trouver les coordonnées du point K, il faut faire la moyenne des deux coordonnées, puisqu'on sait qu'il est au milieu du segment. Donc on prend les coordonnées en X de H et les coordonnées en X de J, et on en fait la moyenne. Pour ce faire, on ajoute les deux coordonnées et on les divise par 2. Et on fait ça avec X, Y et Z. Donc les coordonnées du point K sont de 1 demi, 3 quarts. Ensuite, là, il faut qu'on démontre si le point K appartient au plan BGI. Or, en mathématiques, dans les DM et tous les exercices, il y a souvent une logique où on utilise les propriétés qu'on a démontrées précédemment et on les utilise pour confirmer celles de l'exercice suivant. Par exemple, là, à la dernière question, on a montré que le vecteur n était normal à BGI. Ce vecteur n, on va donc devoir le réutiliser pour prouver que le point K appartient au plan BGI. Supposons que le point K appartient au plan BGI. Ça voudrait dire qu'il serait sur le même plan que tous les autres points du plan BGI, donc B, G et I. Sauf qu'on a montré à la question précédente qu'il y avait un vecteur normal à ce plan. Donc si on suit cette logique, ça voudrait dire que n'importe quel vecteur de ce plan est orthogonal à ce vecteur-là. Donc si on suit cette logique, ça voudrait dire que n'importe quel vecteur de ce plan est orthogonal à ce vecteur-là. Donc là, on a le choix. On a trois propriétés qu'on peut démontrer pour prouver que le point K appartient au plan BGK. Il faut soit que le scalaire de BK scalaire n soit égal à 0,
ou alors de GK, ou alors de IK. Dans mon exemple, j'ai pris BK scalaire n. Donc d'abord, on va calculer les coordonnées de BK, puis on pourra en calculer le produit scalaire. Les coordonnées du vecteur BK sont 1/2, moins 1/2 et moins 3/4. Donc BK scalaire n est égal à, et tout ça c'est égal à 0. On a donc montré que le point K appartient bien au plan BGI. Alors, là, on rentre dans le cœur de l'exercice, la question 4. 4a, le but de cette question est de calculer l'aire du triangle BGI. Alors là, on va parler d'aire, donc il nous faut déjà les bases des formules et des propriétés concernant les triangles et les tétraèdres. Je les ai marqués juste ici. L'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2, et le volume du tétraèdre, qui est en gros un triangle en 3D, c'est l'aire fois la hauteur sur 3. Ensuite, en utilisant par exemple le triangle FIG pour base, démontrer que le volume du tétraèdre FBIG est égal à 1/6. Alors pour commencer, ils nous disent de prendre le triangle FIG pour base. En effet, le triangle FIG est sur une base plane, donc ce ne sera pas compliqué de calculer son aire. Alors on va commencer par calculer l'aire de ce triangle, puis on en calculera le volume. Donc l'aire du triangle FIG, c'est la base fois la hauteur sur 2. Alors là, on a le choix pour utiliser la base ou la hauteur. Je vais utiliser comme base les points FG. Pourquoi ? Eh bien c'est parce qu'en fait ils sont tous les deux sur la même arête, donc la distance ne sera pas très compliquée à calculer, elle sera égale à 1 car l'arête est de 1. Donc en base, on utilise FG, et en hauteur, du coup, on va utiliser celle du point I, parce qu'on est obligé. Sauf que même là, ça ne sera pas vraiment compliqué à calculer. Je vous rappelle que la hauteur, c'est cette droite qui passe par le point I, donc par le sommet du triangle, et qui est perpendiculaire à l'autre droite. Or, cette droite ici, vous pouvez voir que elle est à peu près égale à EF. Elle est même parfaitement égale. Or, EF est sur l'arête, donc EF égale 1. On va appeler ce point I', donc II' est égal à 1. Vous avez vu que le but de ce genre d'exercice est de trouver les bonnes longueurs pour que ce soit facile à calculer et qu'on s'ennuie pas avec des théorèmes de Pythagore ou de Thalès. Donc l'aire du triangle FIG est égal à 1 sur 2. Si vous regardez bien sur la figure et que vous arrivez à vous visualiser ce plan carré, eh bien vous pouvez voir que le triangle FIG est à peu près la moitié de toute cette surface. Et donc ensuite il suffit juste de calculer le volume, sauf que cette fois on introduit un nouveau point qui est le point B. Ainsi on a déjà l'aire, et il ne nous manque plus que la hauteur. Le nouveau point qu'on a introduit est le point B, donc on va devoir utiliser la hauteur du point B. Pour ce faire, pour trouver la hauteur du point B par rapport au triangle FIG, eh bien c'est très simple, c'est comme pour le point I. Il suffit de tracer la droite qui est perpendiculaire au triangle, et comme vous pouvez le voir, elle suit parfaitement l'arête FB. Bon là j'ai mal dessiné parce que je me débrouille pas bien là. Ah non. Et merde. Donc la droite qui est perpendiculaire au triangle FIG et qui passe par B, c'est celle-là. C'est tout simple. Et vous pouvez voir qu'elle suit l'arête FB, donc elle est égale à 1. Ainsi la hauteur est égale à FB. On divise par 3, donc ça nous fait 1 sur 2 fois 1 sur 3, ce qui nous donne 1 sur 6. On a donc bel et bien prouvé que le volume du tétraèdre FBIG est égal à 1/6. Alors maintenant, question 4b, calculer la distance du point F au plan BGI. Alors le plan BGI, c'est celui-ci. Si vous arrivez à bien vous visualiser, il coupe le cube comme ça. Donc cette question est particulièrement compliquée et je vais essayer de vous expliquer au mieux. Alors la distance du point F au plan BGI, c'est la distance du projeté orthogonal de F sur le plan BGI. On va imaginer qu'on prend ce plan sur le côté perpendiculaire, sur une vue où le plan BGI est plat. Donc ici est représenté par cette droite. Il faut vous imaginer que derrière ce plan, il y a le point I qui serait à peu près par là. J'ai donc repris les points B et G pour que ce soit fidèle au plan qu'on utilise. Ensuite, disons qu'on a le point F qui se situe juste là. Donc il faut qu'on trouve les coordonnées du point F', F' qui est, je le rappelle, le projeté orthogonal de F sur le plan BGI, qui est représenté donc par cette droite BG. Cette distance est donc inconnue et on va devoir la chercher. On remarque donc qu'il y a deux vecteurs, le vecteur FB et le vecteur F'B. Alors c'est là que la magie des mathématiques opère. Alors sur ce plan, j'aimerais rajouter un autre vecteur qui nous sera important pour la suite. Ce vecteur, c'est le vecteur n, qui est orthogonal au plan, je le rappelle, comme ceci. Bon, là j'ai utilisé les points A et C, mais ils n'existent pas, c'est juste pour tracer le vecteur. Comme vous pouvez le voir, on a donc deux vecteurs orthogonaux au plan GB, qui sont le vecteur n, juste ici, et le vecteur F', juste ici. Ces deux vecteurs sont donc collinaires. On va donc introduire le produit scalaire de FB avec n. Or, on sait que par translation, le vecteur FB est égal au vecteur FF. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion de translation, je vais vous expliquer. Lorsqu'on fait un produit scalaire, on peut utiliser des points de vecteurs qui sont perpendiculaires au vecteur qu'on utilise premièrement. Par exemple, on utilise comme produit scalaire le vecteur n, qui est perpendiculaire juste ici. On va donc faire n scalaire FB, sauf que FB est penché, nous on veut deux droites parallèles. Donc avec les produits scalaires, on peut translater on peut translater
le point B par le point F'. C'est une propriété mathématique comme ça, mais il faut que tout soit perpendiculaire. Donc là, vous pouvez voir que le point perpendiculaire de B à N, c'est bien F'. Donc on peut dire que le produit scalaire de FB avec N, c'est le même que le produit scalaire de N avec FF'. Si vous ne connaissez pas la propriété de translation, ça risque d'être compliqué de comprendre où on en vient. Donc on a cette égalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la longueur FF', puisque c'est cette longueur qui définit la distance du point F au plan BGI. Or, FBN, on peut le calculer, avec les coordonnées, c'est facile. Donc, on a une inconnue, qui est celle-ci, et tout le reste on connaît. En fait, le produit scalaire de F' avec N est égal à la multiplication de leurs deux longueurs. FF' et N sont collinaires, donc le cosinus de ces deux droites sera égal à 1 ou moins 1. C'est pour ça qu'on va prendre la valeur absolue, puisque en distance, en général, on parle positivement et pas négativement. Donc, on trouve que le produit scalaire de FB avec N est égal à moins 2. Or, je vous rappelle qu'on parle en valeur absolue, donc on enlève le moins. La norme du vecteur N, c'est donc le carré de toutes les... C'est le carré de x, de y et de z ajouté à la racine, la propriété de la norme des vecteurs. Donc c'est égal à 3. Et ensuite il nous reste l'inconnu. Donc ff' est égal à 2 tiers. On a donc trouvé la distance du point F au plan BGI, c'est 2 tiers. Question 3C. En déduire l'aire du triangle BGI. Cette question elle peut paraître compliquée mais en fait elle est très simple. Il suffit juste de reprendre la formule du volume et en trouver l'aire. Je vous rappelle que le volume est égal à l'aire fois la hauteur, donc on a le volume, on a la hauteur, on peut donc en déduire l'aire. Il suffit de passer de l'air de l'autre côté et on trouve que l'air est égal à 3 fois le volume sur la hauteur. Le volume on l'a calculé juste avant, c'est 1/6, et la hauteur, on vient de la trouver, c'est 2 tiers, puisque c'est FF'. On calcule et ça nous donne 3 quarts. L'aire du triangle BGI est donc de 3 quarts. Voilà, c'est fini. J'espère que mes explications vous auront plu, qu'elles sont pas trop barbantes. Là j'en suis à 55 minutes de rush sur OBS. 55 minutes. Si jamais il y a le moins de problèmes, la moindre explication que vous voulez, il n'y a aucun problème, je suis prêt à vous faire une vidéo dessus, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ou à me demander tout simplement en vrai. Voilà, c'était Stanislas, de la classe T4.